je suis très heureux d'être là ce soir, puisque c'est un collectif d'associations qui a organisé cette soirée, cet après-midi aussi, parce que les débats ont commencé cet après-midi. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui à un moment d'une certaine gravité dans la vie de notre société. Un moment de gravité évident à cause des attentats qu'a connus le pays en janvier et en novembre. Gravité parce qu'à travers cette épreuve, nous nous interrogeons sur ce qui fait le commun entre nous. Nous nous interrogeons sur la cohérence de nos valeurs. Nous nous interrogeons aussi sur les limites et les imperfections de notre intégration de tous dans la société. Nous nous interrogeons enfin sur les conditions dans lesquelles l'épreuve ne va pas nous isoler les uns les autres, mais dans lesquelles l'épreuve va au contraire peut-être être l'occasion d'un rebondissement. Mais ce moment est aussi un moment de gravité parce que nous avons le sentiment d'être écartelés. Écartelés parce que d'un côté, nous voyons que sur la sphère politique, il y a le sentiment d'une répétition, d'une impuissance, d'une scène qui, d'une certaine façon, se répète en permanence, qu'il s'agisse de la scène politique nationale ou de bien d'autres acteurs. Et en même temps, une effervescence évidente de la société civile, partout à la fois des attentes, mais aussi des expérimentations, des volontés d'aller de l'avant. On dit qu'une définition traditionnelle de la crise, c'est quand le mouvement d'en bas ne cesse de se manifester et que ceux qui sont en haut dans la société n'arrivent plus, en quelque sorte, à tenir leurs responsabilités. Nous sommes, d'une certaine façon, dans un de ces moments-là. Et nous sommes aussi dans un moment où nous sentons qu'il y a à la fois à être vigilants pour comprendre tout un ensemble de ce qu'on pourrait tout simplement appeler des régressions. Régression du sens de l'intérêt général, régression aussi des formes même d'intérêt pour la vie publique, et puis de l'autre côté, des mutations très profondes. Et je crois que pour nous orienter aujourd'hui dans ce que nous vivons, avec ces tensions, ces contradictions, ces difficultés, il est important de faire en quelque sorte le point pour voir où nous en sommes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et pour essayer de réfléchir à cette question, où en sommes-nous aujourd'hui, je vais essayer il y aurait bien des façons de la traiter, mais de l'explorer rapidement à travers deux thèmes. Il y a en effet aujourd'hui une première grande mutation fondamentale, c'est une reconfiguration des démocraties. Et pas simplement en France, bien sûr, mais dans notre pays, elle est particulièrement lisible, ce mouvement de reconfiguration. Et puis, d'un autre côté, autre chose, c'est un moment aussi, je dirais, de reformulation des termes du social, du contrat social, reformulation de ce qu'est l'identité collective et les conditions de production d'un monde commun aussi. Traitons différemment et séparément ces deux questions. Première question, la reconfiguration des démocraties. La démocratie, elle reposait sur tout un ensemble de points et tout un ensemble de buts. Un des premiers buts de la démocratie, et cela c'était le but historique depuis plus de 2 siècles, c'est de mettre en place un système dans lequel la société puisse prendre la parole. La société, non seulement soit au poste théorique de commandement, c'est la notion même de souveraineté du peuple, mais où la société pouvait faire entendre sa voix. Et faire entendre sa voix, bien sûr, c'était à travers ces moments particuliers, ces moments solennels que sont l'élection, mais aussi faire entendre sa voix à travers le système de représentation, que ce soit des organisations de la société civile ou à travers les partis politiques. Or, aujourd'hui, une chose fondamentale, un changement fondamental s'est opéré dans nos sociétés,
c'est que sans qu'on se rende bien compte du moment où cela a changé, les partis politiques ont changé de nature. Les partis politiques, historiquement, ont été des intermédiaires entre la société et le pouvoir. Les partis politiques ont organisé, en quelque sorte, la parole sociale pour faire connaître auprès du pouvoir les besoins de la société. Et cela s'est manifesté par le fait que lorsque le suffrage universel a été introduit, le suffrage universel, c'était l'introduction du nombre dans la politique. Ça n'était plus des élites et des minorités qui faisaient les choses, mais la souveraineté du peuple était présente à travers ce suffrage universel, mais qu'il fallait canaliser cette expression populaire. Et cette canalisation, c'était le rôle historique des partis politiques. Partis politiques qui ont représenté des opinions, bien sûr, mais partis politiques qui, très rapidement, dès la fin du XIXe siècle, d'une manière ou d'une autre, ont aussi représenté des groupes sociaux. Certains partis représentaient davantage les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, le monde agricole, le monde de l'entreprise. Chaque groupe social avait, d'une certaine façon, à travers des partis différenciés, ou aussi les appartenances religieuses, avaient une forme d'expression à travers le monde politique. Les partis politiques étaient des intermédiaires. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Les partis politiques sont des courroies de transmission des pouvoirs vers la société. Avant, ils étaient dans un mouvement ascendant, la société vers les pouvoirs, et maintenant, les partis politiques sont en quelque sorte des auxiliaires des gouvernants pour défendre en quelque sorte les politiques du gouvernement, ou bien les critiquer, bien sûr. Ils sont l'expression des forces gouvernantes. Et cette expression-là, ce changement, il provient d'une chose fondamentale. C'est la transformation du rôle du Parlement et du pouvoir législatif. Le pouvoir qui est devenu décisif dans nos sociétés, c'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est devenu décisif parce que dans une société, dans des sociétés, ce n'est pas simplement le cas français, c'est un problème, là, une évolution qui est mondiale. Dans des sociétés qui sont marquées par des crises, par des accidents, par des événements, il faut réagir en permanence à l'événement. Et donc, c'est la décision qui l'emporte sur le fait de faire des règles générales. Les règles générales, elles ont leur importance, mais il faut en permanence les adapter, leur donner une traduction, réagir à des événements, des difficultés. L'année 2015 a été pour cela très lourde de ces événements. Et du même coup, le pouvoir législatif, il est devenu un auxiliaire du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, les députés ne font plus la loi. Les députés approuvent la loi que leur propose le gouvernement. Alors bien sûr, pour approuver la loi que leur propose le gouvernement, il y a tout un ensemble de petits arrangements. C'est-à-dire pour éviter que certains traînent les pieds, eh bien on donne des petites récompenses, on accepte des petits amendements, on donne un certain nombre de missions, on distribue quelques croix, quelques récompenses de ci, de là. Mais le mouvement général, c'est que le Parlement est devenu de fait l'auxiliaire du pouvoir exécutif, et cela dans pratiquement tous les pays du globe. Et donc, les partis politiques ne sont plus l'expression de la société, ils sont simplement la mise en œuvre, en quelque sorte, du rapport entre une majorité au pouvoir et une opposition. Et du même coup, la société ne se sent plus représentée, au sens que sa voix n'est plus portée par le monde politique, alors qu'autrefois, l'enceinte parlementaire était l'endroit où se faisaient entendre les voix, les problèmes, les intérêts du pays dans leurs différences. Cela veut dire que donc nous sommes en panne de représentation. Les citoyens ne se sentent plus écoutés, ils ne se sentent plus représentés, ils ont le sentiment que ce qu'ils vivent n'est plus pris en compte. Alors on peut évidemment invoquer, non sans raison, le fait qu'il y ait une forme de professionnalisation de la vie politique. Il est certain qu'aujourd'hui, on voit que dans les différents partis, je dirais presque indifféremment
de leur composition et de leur couleur idéologique, eh bien, ce sont de plus en plus des jeunes assistants parlementaires, des jeunes venant du syndicalisme étudiant, qui ont eu des responsabilités, on peut dire techniques dans les partis politiques, qui peu à peu deviennent députés et constituent une classe politique d'un genre nouveau. Donc il y a cette dimension, je dirais, d'une professionnalisation problématique de la politique. Mais à côté de cette professionnalisation problématique de la politique, qui a pour résultat de faire qu'aujourd'hui, par exemple, un parti comme le Parti communiste n'a plus qu'un seul député de lointaine origine ouvrière, alors qu'effectivement, ça aurait été impensable il y a encore une vingtaine d'années. Mais à côté de cette professionnalisation, le fait majeur, le fait massif pour la société, c'est que les citoyens n'ont plus assez de canaux d'expression. Ils ne sentent pas que ce qu'ils vivent est représenté. Donc, que faire? Eh bien là, nous allons assister, me semble-t-il, à une première grande mutation des démocraties. C'est qu'à côté de la représentation de la vie de la société civile qui était conçue à travers les partis politiques, il va falloir trouver d'autres modes d'expression. Car représenter, ça n'est pas simplement avoir un délégué. Représenter veut dire, au sens le plus fort du terme, mettre présent dans la société, rendre présent dans la société les réalités vécues par les uns et par les autres. Représenter veut dire mettre en débat ce que vivent les citoyens. C'est donc une représentation qui se définit par un caractère que j'appellerais narratif, à côté d'une représentation qui était simplement une représentation de délégation. Et donc, une des grandes tâches qui est devant les sociétés, et la société française bien sûr en particulier, c'est de savoir comment inventer ce nouvel âge de la représentation. Qui vont être les représentants? Eh bien, je pense que ces représentants, ils ne seront plus comme avant, simplement un certain nombre d'institutions centrales qui étaient les partis. Mais ces représentants, ils vont devoir se démultiplier. À un niveau très modeste, j'ai lancé il y a peu de temps une initiative qui s'appelle « Raconter la vie », avec un programme manifeste qui a pour titre « Le Parlement des invisibles ». C'est de dire qu'aujourd'hui, représenter, c'est rendre lisibles par tous les réalités vécues. Or, elles le sont très loin de l'être. Je prends un exemple très simple, celui du monde ouvrier. Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques de l'INSEE, le monde ouvrier, ça n'est plus d'abord l'automobile, ça n'est plus d'abord la chimie, ça n'est plus d'abord la sidérurgie. Le monde ouvrier, c'est tous ceux qui travaillent dans des centres logistiques, c'est tous ceux qui sont chauffeurs-livreurs, c'est tous ceux qui sont réparateurs à domicile. Et le monde ouvrier à la chaîne, ce n'est plus l'automobile, ce sont les abattoirs. C'est là où le travail a le moins changé depuis le XIXe siècle. Et cela, toutes ces mutations, par exemple, du monde du travail, pour ne prendre que cet exemple, eh bien, elles ne sont pas véritablement racontées. Et donc, il y a tout un rôle d'organisation citoyenne, tout un rôle d'enquête. Pensez, par exemple, au livre que Florence Aubenas avait écrit, Le quai de Ouistreham, où ces femmes qui étaient des femmes qui faisaient le ménage sur les ferries traversant la Manche, eh bien, c'était un petit peu des oubliés, je dirais. Leur vie n'était pas racontée parce qu'elles étaient dans un milieu qui n'était pas très syndiqué et elles étaient des invisibles du matin qui, comme des ombres, allaient vers les quais pour faire leur travail et très souvent simplement trouver un travail à temps partiel malgré des horaires qui n'étaient pas très faciles pour la vie de famille. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de nouvelles formes de représentation dans la société, dont un transfert, je dirais, des organes politiques vers des organes de la société. Aujourd'hui, c'est à travers ce que feront des associations, à travers ce que feront des projets d'édition, à travers ce que feront des journaux, de trouver les moyens de cette expression de la société. Le projet Raconter la vie que j'anime a eu, parce qu'ils viennent de changer d'orientation, longtemps un projet, un rapport de coopération avec Rue 89. Et Rue 89, nous publions généralement à peu près une fois par semaine un récit de vie du monde du travail, de la vie quotidienne. Eh bien, Rue 89, avec ses récits de vie, battait ses records de fréquentation.
Ça veut dire qu'il y avait une aspiration à entendre parler de ce que vivent les uns les autres. Aspiration qui me fait penser à ce qui était un des grands mots de Michelet, ce grand historien de la Révolution française, un grand historien de la République. Michelet, au printemps 1848, après la Révolution, et juste avant la première expression de la société au suffrage universel, a vu cette expression significative. Il avait dit: comment pourrons-nous faire la démocratie si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres? Et je crois que si aujourd'hui, cette question de représenter les réalités vécues dans la société est fondamentale, c'est que nous voyons bien que nous sommes menacés par voir triompher les visions simplifiées de la société, voir triompher des préjugés, voir triompher des visions de l'autre qui ne correspondent pas véritablement à la réalité. Et on peut dire d'une certaine façon que les populismes sont l'expression de ce rapport fantasmé à autrui, où chacun est enfermé dans un stéréotype, où chacun est enfermé dans un préjugé. Et la démocratie, c'est construire un monde commun. Et construire un monde commun, c'est justement produire cette connaissance de ce que sont les réalités dans la société. D'ailleurs, dans l'histoire de la démocratie, comme dans l'histoire du mouvement ouvrier tout particulièrement, l'idée de produire des enquêtes, de faire connaître le monde social, a été pendant longtemps un substitut à l'inexistence du suffrage universel. Dans les années 1840, c'est-à-dire 8 ans avant le suffrage universel, il y avait eu ainsi beaucoup de journaux ouvriers qui apparaissaient, et dans ces journaux, on racontait ce qui se passait dans les ateliers, on faisait les premières statistiques sur les salaires, sur les conditions de travail, et il y avait même toute une catégorie d'ouvriers qui avaient écrit soit des petites chansons, soit des poèmes pour raconter la vie quotidienne de tous les jours. Et Eugène Sue, celui qui était l'auteur du livre Les mystères de Paris, a vu cette formule extraordinaire. Il avait dit: chez nous, les ouvriers n'ont pas encore la représentation politique, mais ils ont déjà conquis la représentation poétique. Cela voulait dire une chose très simple, c'est que la représentation, elle était là, se connaître les uns les autres et rendre sensibles les choses. Donc, dans cet élément de crise de la démocratie que nous vivons, il y a cette première dimension de faire revivre une représentation de la société là où les partis ne jouent plus du tout ce rôle et sont tout à fait dans un autre registre. L'insatisfaction que nous trouvons aussi dans le fonctionnement de la démocratie, c'est le fait que la démocratie, elle est intermittente et hémiplégique. Elle a toujours été, d'une certaine façon, intermittente. C'est Rousseau lui-même qui disait que le citoyen, souvent, n'est que le souverain d'un jour, le jour des élections. Mais que la démocratie, évidemment, elle devrait ne pas simplement être le pouvoir de nommer quelqu'un, de l'élire, mais la démocratie devrait être l'attention du citoyen tous les jours à ce qui se passe dans la société, que le citoyen ait un rôle d'intervention et de contrôle permanent, et non pas simplement un rôle intermittent le jour de l'élection. Et nous sommes arrivés à un moment des démocraties où cet écart entre ce qu'on pourrait appeler le moment électoral des démocraties et la vie permanente des démocraties est devenu de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce que la place des programmes, d'un certain point de vue, dans un monde qui changeait beaucoup, la place des programmes a relativement reculé. On peut afficher des valeurs, on peut afficher des intentions, mais le temps n'est plus où, comme dans les années 60 encore, le Parlement votait tous les 5 ans le taux de croissance pour les 5 ans à venir. C'était l'âge de la planification. Et les grandes que j'étais permanent de la CFDT à partir de 1969. Et à ce moment-là, je coordonnais la présence de la CFDT dans les institutions du 6e plan.
Et le grand débat, c'était de savoir si on aurait une croissance à 5,6 ou à 5,9%. Et donc les députés se sont empoignés longuement, et dans les commissions du plan, on discutait de cela, parce qu'il apparaissait normal de pouvoir se projeter de cette façon-là dans l'avenir. Quand on peut moins se projeter, cela veut dire que le vote a davantage un contenu de choix des personnes et un peu moins un contenu de détermination des programmes. Et du coup, faire exister une citoyenneté permanente est devenu d'autant plus nécessaire dans ce contexte. Et comment faire vivre une citoyenneté permanente? À un moment, il y a eu le projet de ce qu'on a appelé la démocratie électronique. On disait de toute façon, on a besoin de représentants, parce que dans un grand pays, on ne peut pas décider tous les jours des décisions à prendre. Et dans les années 70, on faisait la réflexion suivante. On commençait à voir que des ordinateurs allaient arriver. On parlait de monde électronique. Et on disait, mais si techniquement on avait la possibilité de faire les 10 référendums de la journée avant le journal télévisé, de 8h moins 5 à 8h, il y aurait les 10 référendums du jour. Et du coup, donc, on pourrait avoir une démocratie électronique. Tous les jours, on pourrait faire nos 10 référendums. Aujourd'hui, nous en avons techniquement les moyens. Tous les jours, on pourrait avoir les 10 ou 20 référendums par jour. Ce serait facile d'appuyer sur le bouton. Chacun aurait un boîtier citoyen et devant son poste de télévision, toutes les 30 secondes, il prendrait une décision. Quel est le problème? On voit bien que la démocratie, ça n'est pas simplement une addition de décisions. La démocratie, c'est aussi construire en commun quelque chose. Et ça n'est pas, si c'est une addition de décisions, ces décisions, elles peuvent aller dans tous les sens, changer tous les jours. Donc derrière cette idée de démocratie électronique, il y avait l'oubli, justement, de la construction d'une cohérence. La démocratie, c'est construire une histoire commune. Et donc, ça n'est pas par le référendum permanent que l'on retrouvera, que les citoyens retrouveront le pouvoir. Les citoyens retrouveront le pouvoir si ils retrouvent ce qui était un sens historique des démocraties grecques, le sens du contrôle, le sens de la surveillance. Au moment où les Grecs ont commencé à inventer leur démocratie, qui, hélas, a été de courte durée, car l'expérience grecque, nous pouvons la magnifier, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'au bout d'un siècle et demi, la démocratie grecque s'est épuisée et que ce sont les monarchies qui ont repris le pouvoir en Grèce. Mais dans ce moment fort de l'expérience démocratique grecque, on votait pour deux types de personnes. Certaines étaient tirées au sort, je pourrais éventuellement en dire un mot, mais on votait pour, grosso modo, des dirigeants, on votait pour des stratèges, on votait pour des responsables des finances, mais en même temps, on votait pour des contrôleurs de ces personnes, pensant que la démocratie va avoir deux dimensions. Une dimension positive, choisir des gens, et une dimension négative, contrôler ces gens. Eh bien, je crois que nous avons oublié ce sens, ce deuxième sens de la démocratie, d'avoir une démocratie de contrôle, d'avoir une démocratie de surveillance, d'avoir une démocratie d'évaluation aussi. Alors, sur le papier, ces différentes fonctions, surveillance, évaluation, contrôle, étaient des fonctions parlementaires. Si vous relisez les textes classiques sur le parlementarisme du XIXe siècle, le Parlement était l'institution qui faisait la loi, qui votait la loi, mais en même temps, le Parlement était celui qui contrôlait, qui surveillait, qui évaluait les pouvoirs publics. Aujourd'hui, comme le Parlement, il est devenu un auxiliaire de fait des gouvernements, soit pour les soutenir, soit un auxiliaire négatif pour les critiquer, cette fonction de contrôle, de surveillance, d'évaluation, elles ne sont plus vraiment prises en charge. Et là aussi, il y a une grande mutation des démocraties à faire. C'est donc un mouvement de transfert, même si les parlements peuvent continuer à essayer d'avoir cette fonction. Mais cette fonction, elle est toujours biaisée par la division entre majorité et opposition. Donc, progressivement, on voit apparaître, soit à travers des organisations indépendantes, soit à travers des actions citoyennes, que ces formes de contrôle, ces formes de surveillance, ces formes d'évaluation, eh bien, doivent donner naissance à un nouveau type d'organisation de la démocratie.
Les partis politiques ont été les grandes organisations, je dirais, de la mise en œuvre du suffrage universel. Si on veut une démocratie permanente aujourd'hui et pas simplement une démocratie d'élection, eh bien, il y aura ces nouvelles institutions qui vont devoir émerger et se former. De même que émergent et montent en puissance ces institutions ou ces lieux, je dirais, de représentation, c'est-à-dire d'expression de la société, qui en sont les porte-voix. Car au fond, l'histoire de la démocratie, ça a toujours été celle de deux organes du peuple, les yeux et la parole. Donner la parole au peuple, la voix du peuple, là, c'est l'expression à travers la représentation ou à travers le bulletin de vote. Mais aussi les yeux de la surveillance, les yeux du contrôle. Le peuple doit avoir les yeux ouverts et pas simplement avoir la parole grande ouverte. Et cette dimension, là aussi, c'était une dualité qui était considérée comme essentielle pendant la Révolution française. Quand vous regardez l'iconographie de la Révolution française, il y a énormément de gravures qui expriment, qui montrent l'œil du peuple, je dirais, comme l'image de la souveraineté. La souveraineté, ça n'est pas simplement la prise de parole, la souveraineté, c'est l'œil qui est vraiment exercé, l'œil qui regarde avec acuité. Nous voyons aussi un troisième grand changement dans les démocraties. C'est que ces démocraties sont des démocraties dans lesquelles, aujourd'hui, le sens de la délibération a tendu à se perdre. La délibération, c'est aussi une grande fonction parlementaire. Mais la délibération n'existe pas si, en rentrant dans un hémicycle, chacun sait qu'il va plus ou moins, il peut y avoir un peu des frondeurs, mais in fine, que chacun suit plus ou moins le point de vue de son parti. Délibérer, cela veut dire être capable aussi de changer d'opinion après avoir assisté à une discussion, après avoir accru son information, après avoir été soumis en quelque sorte à des contradictions. Et pour cela, on voit que le Parlement n'est pas techniquement un endroit de délibération. Donc là aussi, il y a la nécessité de construire, en dehors de la sphère politique institutionnelle, des lieux de délibération dans la société. Alors, tout le monde voit aujourd'hui qu'émergent un certain nombre d'idées qu'on a appelées des conférences citoyennes, qu'on a appelées des jurys citoyens, dans lesquels une place d'ailleurs, la loi même l'a prévu dans certains cas, puisse être faite au tirage au sort. Mais nous avons besoin d'être dans une société qui soit une société dans laquelle la délibération publique soit plus vivante, dans laquelle ce ne soit pas simplement l'opposition, la confrontation de points de vue déjà formés qui soit en jeu, mais que l'expression citoyenne se définit par le fait qu'il y a une capacité à se former par la discussion. Et cela, c'est aussi une troisième révolution citoyenne qui est, je dirais, en train d'émerger. Et si la démocratie des institutions traditionnelles est une démocratie qu'il faut évidemment conserver, cette démocratie, elle a besoin d'être démultipliée. Tocqueville avait une définition très problématique. Il disait le propre de la démocratie, c'est de simplifier la politique. Parce que, disait-il, tout va se ramener à une question d'arithmétique à travers le suffrage. Je pense que nous découvrons au contraire, peu à peu, que faire vivre la démocratie, c'est là compliqué. Qu'il y ait des moyens différents de produire de la représentation, qu'il y ait des moyens différents de produire de la délibération, qu'il y ait des moyens différents aussi de produire du contrôle. Du contrôle, si je prends un exemple financier, il y a la Cour des comptes. Ça, c'est une institution publique. Mais qu'il y a aussi tout un ensemble d'organismes citoyens au niveau international. Regardez Finance Watch, par exemple, ou au niveau national, qui jouent aussi un rôle de vigilance sur ces questions-là. Donc, la démocratie s'enrichit
non pas en ayant l'idée de nouvelles institutions qui soient des institutions parfaites, mais avec l'idée d'une démultiplication des fonctions démocratiques. Démultiplier les fonctions démocratiques de représentation, démultiplier les fonctions démocratiques d'expression, démultiplier les fonctions démocratiques de délibération. Et puis, cela veut dire aussi cette grande mutation des démocraties, porter une attente plus forte sur la qualité politique. C'est un terme qui est très souvent employé maintenant dans de nombreux pays du monde, la nécessité d'améliorer la qualité des démocraties. Et qu'appelle-t-on qualité des démocraties? On entend deux choses par qualité des démocraties. La première chose que l'on peut entendre, c'est que la qualité des démocraties, elle s'appréhende à partir de la qualité, je dirais, du personnel politique. Et que la première qualité qu'on peut attendre, il y en a deux, c'est l'honnêteté et le parler vrai. Mais l'honnêteté et le parler vrai, l'honnêteté, on peut avoir des moyens de le contrôler. La haute autorité pour la transparence de la vie publique, il y avait aujourd'hui le début du procès Cahuzac. Mais bon, là, cette haute autorité, elle a tout de même fait quelque chose qui est en avance sur la plupart des autres pays quant à la capacité d'information. C'est quelque chose de très important. Mais que, évidemment, ça ne suffit pas. Parce que l'honnêteté, c'est une variable décisive, parce qu'il y a, hélas, bien des pays dans lesquels cette honnêteté n'existe pas. Mais il y a le parler vrai. Or, le parler vrai, il a un ennemi. C'est l'écart qu'il y a entre le discours électoral et le discours gouvernemental. Car le discours électoral, il se nourrit des promesses, il se nourrit de l'exaltation des possibles. Le discours gouvernemental, il se confronte aux réalités, aux contradictions et à la quotidienneté. Et donc, le citoyen, à un moment, espère dans le discours gouvernemental, dans le discours électoral, qui est forcément déçu. Donc, les démocraties sont devenues schizophrènes de ce point de vue-là, parce que les personnes qui excellent à être candidates ne sont rarement les personnes qui excellent à être gouvernantes. Et donc là, nous avons une espèce de tension structurelle des démocraties. Pour ne pas prendre d'exemple français, on voit dans l'exemple américain que le président Obama a certainement été un des candidats les plus brillants de la deuxième moitié du XXe siècle, et qu'en même temps, il était un gouvernant, disons, très, très médiocre relativement. Donc, cette tension, les citoyens doivent en être en quelque sorte les gardiens. Parce que s'il y a un monde des promesses, c'est aussi parce que les citoyens sont un peu schizophrènes. Ils voudraient des gouvernants qui leur disent la vérité, mais en même temps, ils aiment bien le chant des promesses parfois. Donc, il y a aussi cet effort citoyen pour essayer de réduire cette tension. Au moment grec, c'était Démosthène qui était le grand orateur et qui disait qu'au fond, la démocratie se jouait sur ce point-là. Un grand philosophe, Michel Foucault, avait même rappelé qu'une expression joue un rôle central en Grèce, en disant la démocratie, c'est deux choses, c'est l'isonomia et la parésia. L'isonomia, ça veut dire que tout le monde participait à la production des lois, que tout le monde était égal pour discuter sur le forum. Mais la parésia, c'était le fait que le monde politique disait parler vrai, et que sans parler vrai, il n'y a pas de démocratie. Et le parler vrai, évidemment, ça ne se décrète pas. Parce que si ça se décrétait, nous serions dans le monde d'Orwell. Même si, pendant la Révolution, l'historien que je suis y fait souvent référence, mais pendant la Révolution française, il y a eu un moment, la tentative de donner une définition des grands termes en disant il y a vraiment des termes que certaines personnes utilisent en les massacrant. Et donc la Convention, par exemple, a donné une définition officielle du mot « peuple » en disant ceux qui ne parlent du peuple en dehors de la définition officielle pourront être poursuivis devant les tribunaux. Bon, on voit que ça pose tout de même un petit peu un problème. Alors Condorcet, des champions, je dirais, de l'introduction de la rationalité en politique, avait mis en place un journal d'instruction sociale pour essayer de réfléchir à la façon dont, derrière la confusion des mots,
au fond, il y avait des débats qui n'avaient pas lieu. Comment faire la différence entre simplement ce qui était des désaccords mineurs et ce qui était des désaccords de fond? La démocratie, c'est aussi faire le partage entre des malentendus qu'il faut éliminer, mais des clivages d'intérêts qu'il faut regarder en face. Les malentendus, non, mais les clivages de valeurs, les clivages d'intérêts, disait Condorcet, il faut que nous soyons capables de les regarder en face. Nous voyons donc que de tous ces points de vue-là, nous sommes au début, je dirais, d'une grande mutation de nos démocraties. Nous devons en être conscients, parce que être conscient de cette grande mutation qui s'opère sur ces différents terrains, de la temporalité des démocraties, le nouveau rôle du pouvoir exécutif, les conditions dans lesquelles on peut représenter le pays, organiser la délibération, c'est avoir une vision positive de l'avenir des démocraties et ne pas simplement nous enfermer dans la récrimination d'un monde politique qui semble voué parfois, il est vrai, à la répétition et à la médiocrité. Donc sortons, c'est quelque chose de décisif pour nous, sortons la seule vision, je dirais, de ce qui peut nous paraître étroit, médiocre, répétitif, et au contraire, soyons là où nous sommes, des acteurs, en quelque sorte, de cette invention, de ce renouveau des pratiques démocratiques. Parce que ces pratiques, eh bien, ce seront les organisations citoyennes, ce seront les citoyens qui la prendront en main. Et ce sera de cette façon que la démocratie vivra comme une réappropriation citoyenne de la politique. Parce que la démocratie, c'est d'abord cela, redevenir propriétaire du monde commun, redevenir propriétaire de l'action publique. C'est ce que veut dire le mot d'appropriation. Et en même temps, et comme le temps tourne, je serai très rapide sur ce dernier point, mais en même temps que nous avons cette révolution, cette grande mutation des démocraties, nous avons aussi une grande mutation des sociétés. Cette grande mutation des sociétés, c'est le rôle plus grand qui est donné à la valeur d'autonomie, le rôle plus grand au souci des uns et des autres d'inventer sa vie, de ne pas être simplement, je dirais, quelqu'un dont l'identité soit définie par celle d'un groupe, mais dont l'identité, elle est définie par ses relations sociales, elle est définie par le monde commun auquel chacun d'entre nous participe. Mais l'identité est celle, la capacité d'inventer sa vie, la capacité d'être un acteur positif, je dirais, d'une existence singulière. La singularité est maintenant une valeur centrale des démocraties. En même temps que l'on doit réinventer le commun, on doit faire sa place plus forte, je dirais, à la particularité. D'un certain point de vue, c'est ce que dit et ce que signifie l'affirmation du rôle des droits. Et cela, nous l'avons vécu dans toutes nos sociétés. Et là aussi, ce sont des organisations citoyennes, c'est la société civile qui est au premier plan. Nous avons besoin d'institutions publiques, mais ces institutions publiques, il faut en quelque sorte qu'elles soient en permanence assises, accompagnées par le développement d'organisations de la société civile. Que ce soit dans l'ordre politique, c'est bien évident, c'est ce que j'ai le plus développé, mais également, je dirais, dans l'ordre de l'organisation du monde du travail, dans les résistances à des formes, je dirais, d'exacerbation d'un capitalisme devenu tentaculaire et devenu prédateur. Dans tous ces domaines, c'est la conscience de l'action collective qui doit se réinventer sous des formes nouvelles. Le syndicalisme, par exemple, il est toujours présent dans nos sociétés, mais ce syndicalisme, lui aussi, il est au moment où il est à l'heure de la réinvention, de la défense du commun, de la promotion de l'individu. Je crois donc que nous ne pouvons pas simplement nous comporter comme le font certains, en disant, au fond, nous sommes dans un monde qui se dégrade, nous sommes dans un monde de la régression. Certainement, par bien des aspects, nous pouvons lire la réalité à travers ces faits de la régression, ces faits de la diminution, ces faits de l'emprise sur l'individu, de force de l'argent ou de force du conformisme.
Mais en même temps que l'on peut dire ça, il faut regarder ce que sont, en quelque sorte, les territoires et les domaines dans lesquels l'action collective va pouvoir se redéployer de façon nouvelle. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout de même un grand retournement. C'est-à-dire, nous voyons triompher les aspirations au conservatisme, les proclamations qu'avant c'était mieux. Et quelle que soit la façon de le penser, que ce soit dans un esprit traditionnaliste ou que ce soit dans un esprit aussi qui ne mesure le monde qu'à travers des changements par rapport à des modèles issus du XIXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas en glorifiant ou en regrettant le passé que nous avancerons, mais en ayant conscience justement que les grandes mutations, qu'elles soient dans l'ordre de la démocratie, dans les formes d'affirmation de l'émancipation, parce que c'est tout cela le mot au fond central. L'histoire des démocraties, c'est une histoire de l'émancipation des personnes, de l'émancipation des individus. Redonnons cette importance à ce terme d'émancipation et lui redonnons de l'importance, non pas simplement au niveau des mots, mais au niveau justement de la façon dont il peut s'incarner dans les combats du quotidien. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de société civile qui veut la faire vivre. Et la société civile, c'est chacun d'entre nous ici. Je vous remercie.